Bienvenue sur Tiara Pro, la plateforme qui aide les jeunes talents de la diaspora à comprendre les règles du jeu professionnel, occuper leur place avec assurance et bâtir une carrière qui a du sens. Je suis votre hôte Inès Solène et je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir. Alors nous, on est sur le fuseau horaire, on est à Paris. Donc c'est 20h à Paris, mais je sais que sur certaines destinations, c'est un peu plus tôt ou un peu plus tard. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous écoutez. En tout cas, nous sommes très, très, très heureuses de vous avoir ce soir. J'ai dit heureuse, c'est peut-être une erreur parce qu'il y a des messieurs qui sont connectés ce soir, même si je précise que Tiara Pro, c'est d'abord une initiative plutôt féminine, ce qui s'adresse aux jeunes femmes de la diaspora d'ici et d'ailleurs. Nous sommes là, nous sommes une plateforme qui est dédiée à décoder le monde professionnel, donc pour les jeunes femmes, mais nous accueillons bien sûr les jeunes et les moins jeunes, les hommes. Parmi nous, de toute façon, c'est une thématique qui n'est pas genrée, parce que nous allons parler de comment rédiger un CV qui cartonne. Alors ce soir, je suis avec mademoiselle Nancy Yaye. Nancy, je vais t'inviter à mettre ta caméra, s'il te plaît. Bon- Bonsoir Nancy. Bonsoir, 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 bonsoir à tous et à toutes, du coup. Bonsoir. Comment vas-tu? Parfait, je vais très très bien, je vais très bien, merci. Ok, Nancy. Donc pour rentrer un peu dans la thématique, avant même de rentrer un peu dans la thématique, on a un petit icebreaker Oui. qu'on aime. Je t'ai pas prévenu avant pour qu'il y ait l'effet de surprise. Si Euh, donc, du coup, mon petit icebreaker, c'est vraiment rien de méchant, hein. C'est vous- juste quelle est la compétence qui t'a le plus porté jusqu'ici dans ta vie professionnelle? Tu as dit la compétence qui m'a. Le plus porté, le plus porté dans ta vie professionnelle. Jusqu'ici, bien sûr, avec du recul, est-ce que tu as un peu une idée? Est-ce qu'on parle de soft skills, de hard skills, de quoi est-ce Que qu'on parle? tu Peu veux, importe. tu veux. Euh, J'hésite entre deux choses. Je pense que je vais dire la résilience. La résilience. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Quelqu'un dise, oh yes, vraiment, nous, on aime les femmes Et, résilientes. ouais, ouais. On aime les femmes Voilà. déterminées chez les Tiara Pro. On aime les femmes qui vont jusqu'au bout. Donc, vraiment, alors, je tiens à dire, c'est pour le live, mais vraiment, Nancy, c'est ma petite sœur, hein. Juste pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Ceux qui n'avaient pas remarqué et ceux qui ne savaient pas. Donc, Nancy, c'est ma petite sœur. Donc, on va le faire un peu. On va rester dans le cadre professionnel. Donc, même les questions que je vais lui Ça, poser c'est vont rester professionnelles, pour rester un peu cadré sur la thématique qui est ô combien sérieuse. Mais oui, effectivement, Nancy, c'est ma petite sœur. Donc, on va aller tout droit dans le vif du sujet que j'ai essayé de séquencer. Mais d'abord, avant d'attaquer, ce serait bien que tu te présentes aux personnes qui sont ici ce soir connectées. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours académique et ensuite professionnel, comment tu es arrivée à être recruteuse multipotentielle, multisectorielle? parfait. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et ma présence. Je suppose que je ne suis pas là parce que je suis ta petite sœur, mais plutôt pour les compétences que j'ai acquises au fil des années. Donc, je me présente, Nancy Yag, j'ai une trentaine d'années. Je suis issue initialement d'une formation en tant que juriste en droit international. Donc, je me suis spécialisée en droit international, droit de l'homme, droit de l'homme, sécurité et environnement. À l'issue de mon master, j'ai eu envie de faire autre chose. Je suis partie comment dire, d'un projet professionnel très orienté, comment dire, juriste ou vraiment, vraiment défense des droits de l'homme. Mais j'ai eu envie de m'ouvrir et sortir de ce cadre-là et je suis allée en école de commerce par la suite, avec la volonté d'intégrer le monde des ressources humaines au sens vraiment global du terme. Pourquoi? Parce que je recherchais quelque chose d'un peu plus concret et pragmatique, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'est comme ça que je m'oriente en fait dans les ressources humaines au sens large et l'opportunité que j'ai à l'époque s'ouvre dans le recrutement. Donc, Hmm. je démarre dans le recrutement
2018, je crois, si je ne me trompe pas. En 2018, par le biais d'un stage et puis je poursuis en fait, si vous voulez dans ce domaine-là, jusqu'à présent, en passant par, plusieurs, types d'entreprises. J'ai été en cabinet de chasse de tête où c'est quelque chose d'assez spécifique parce que du coup, on recrutait des middle ou top management, dans un environnement précis qui est plutôt, le monde de l'industrie. Quand je parle de milieu top management, c'est, je sais pas, des postes qui vont de 50K à 150K en termes de 150-200K, 200 000 €, je vais préciser pour que tout le monde me suive, en termes de rémunération. Donc plutôt cette typologie de profil-là, plutôt sur de la chasse de tête, donc où on va chercher des personnes dans des entreprises bien ciblées pour leur présenter un nouveau projet professionnel. À l'issue de quoi, j'ai basculé dans l'entité dans laquelle j'évolue actuellement où je suis en entreprise maintenant, toujours dans un secteur qui est bien ciblé. Je fais du recrutement de plusieurs typologies de profils. On part d'ouvriers jusqu'à des profils cadres, mais dans un secteur d'activité qui est le monde des énergies, plus spécifiquement de l'électricité. Mais entre deux, j'ai fait quelques passages dans d'autres, dans le retail, dans la logistique. Voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle je parle du recrutement multisectoriel en raison de ça. Donc aujourd'hui, je travaille en tant que chargée de recrutement sur un périmètre euh, géographique qui couvre plusieurs régions, voilà, qui couvre plusieurs régions avec euh, près du entre 60 et 100 postes à pourvoir. Donc voilà, grosso modo, j'essaie de rester synthétique, mais voilà ce que je peux en dire. Waouh! Donc on voit vraiment, l'expérience que tu as pu, te tisser année après année, vu que tu as pu, naviguer entre différentes, industries, différents secteurs et aussi, le fait que tu as pu, toucher plusieurs, profils, que ce soit les tops, que ce soit les middle et un peu plus, en tout cas un peu plus généraliste. C'est super intéressant et donc du coup, tu es la bonne personne vraiment pour répondre, à nos, multiples questions. Est-ce que tu es prête? On va essayer. Je ne sais pas si on pourra répondre, si je pourrais répondre à toutes les questions, mais en tout cas, je ferai de mon mieux. Yes, bon, allez, on y va. Déjà, alors tu l'as pas dit dans ta présentation, mais tu nous as pas donné le nom de tes écoles, des écoles que tu as pu faire. Parce que ma question Alors, est très visée, tu vas voir. ok. Alors, mon master, je l'ai fait à l'Université catholique de Lille, à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille, et donc mon premier master et mon master spécialisé, je l'ai fait à l'EDEC, qui est une école de management. Beaucoup de personnes connaissent les decks de toute façon. Donc la question est très ciblée, c'est pour ça que je voulais commencer par là. C'est est-ce qu'il faut absolument passer par une grande école, une école connue, pour bâtir une carrière solide aujourd'hui? Non, absolument Donc, pas. c'est pas Euh, indispensable. alors, comment dire, je vais commencer par mon exemple et puis je vais parler d'autre chose. Dans mon cas, ce que je fais aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école, d'une part. Euh, et donc, c'est pas un indispensable. Je vais nuancer mon propos. Donc, non, la première réponse, c'est non. On n'a pas. Euh, c'est pas impératif en fait de passer par ces écoles-là. Ce qui va être nécessaire, ça va être tout ce que tu emmènes avec toi en fait, c'est-à-dire ce que tu as acquis peut-être comme expérience au fil de ton parcours, donc notamment par le biais de l'alternance si tu en as fait, ou simplement ton caractère en fait, qui tu es. C'est pour ça que quand on m'a demandé qu'est-ce qui m'a servi, en fait, j'ai parlé de la résilience, mais il y a plein d'autres choses que tu développes tout le long, en fait, qui caractérisent qui tu es. Et ça, c'est une chose sur laquelle on va capitaliser sur les profils sortis d'école. Ça, c'est une chose. Maintenant, ceci étant dit, l'utilité que l'école que tu as fait va avoir, c'est que ça va quelquefois faire passer ton CV en haut de palier. Et ça, il y a certaines entreprises qui, en général, recrutent que dans certaines écoles, ou en tout cas, en priorité, vont cibler des écoles bien spécifiques. Donc, il y a quelques entreprises qui fonctionnent de cette façon-là, mais de façon globale, ce que je peux dire, c'est non. C'est pas le nom Mmh. de ton école qui va t'ouvrir toutes les portes, contrairement à ce qu'on peut penser. D'accord, donc déjà, ça répond à la question de quelqu'un ici qui se disait: «Mais est-ce qu'on ne me rappelle pas parce que je n'ai pas fait telle ou telle école?» Si vous dites non, ça va bien au-delà de ça. Donc maintenant, on va parler de
pourquoi est-ce que les recruteurs sont souvent silencieux? Parce que vraiment, on est plusieurs à avoir remarqué, des fois, on envoie des CV et on n'a pas du tout de réponse. Donc vraiment, pour un candidat ici qui postule depuis un certain temps, au bout de combien de mois est-ce qu'on peut se dire: «Là, il faut que je me remette en question, il faut peut-être que je Mmh. change de secteur». Au bout de combien de temps tu penses qu'il faut se remettre en question si on postule depuis très longtemps? Hem, je ne peux pas mettre un timing en se disant: «Au bout de 6 mois, il faut que tu te poses des questions», parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent, en compte dans la réflexion. C'est peut-être sur un volume de candidatures où on se dit: «Bon, si j'ai fait 5 candidatures et que j'ai, 0, même 0 appel téléphonique, je dois quand même me poser des questions, même si j'en ai fait 50, même si j'en fais 30 et que j'ai même pas un appel téléphonique, je dois me poser la question. Mais maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le fait que je n'ai pas de réponse. Je pars du postulat, le premier postulat sur lequel il faut partir, c'est que le recruteur n'en veut pas aux personnes qui candidatent. Notre souhait, c'est de recruter vite et bien. Donc, on a, factuel, nous, on n'a aucun intérêt à faire traîner les recrutements. On veut, dès qu'on trouve la pépite, on veut y aller et puis on clôture le recrutement. Donc, il faut partir du principe où le recruteur, en réalité, ce pourquoi on le paye, c'est pour recruter et c'est pour recruter vite. Mais le recruteur ne travaille pas pour les candidats, le recruteur travaille pour la personne qui l'a sollicité, donc soit son entreprise ou son client. Donc ça veut dire que l'enjeu pour le recruteur, c'est de présenter un profil qui se rapproche au mieux de le cahier des charges qui lui a été donné. Donc, comment dire, dans ce paradigme-là, on ne rentre pas, c'est pas sentimental, c'est pas émotionnel, c'est factuel. Il y a une analyse qui est faite de la façon la plus objective possible. Je vais parler je parle des bons recruteurs de la manière la plus objective possible en se disant, OK, voici le cahier des charges qui m'a été donné, voici les candidatures que j'ai, je les évalue, j'écarte celles qui ne me conviennent pas, je garde celle qui me convient. Encore une fois, dans l'objectif, c'est dire qu'il faut que je réponde aux besoins de mon donneur d'ordre et que je le fasse au plus vite. Parce que tous les recrutements, c'est toujours pour, enfin, la plupart des recrutements, c'est pour hier. Alors, mais, on peut mettre le doigt sur justement au plus vite là. Est-ce que vraiment toutes les candidatures sont lues? Parce qu'on a entendu parler de différents systèmes, des algorithmes qui sont utilisés avec l'IA et tout. Est-ce que vous lisez vraiment toutes les candidatures? Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des systèmes, comment dire, où les CV passent en fait par l'IA. Il y a un premier filtre qui est fait. Moi, dans ma société, c'est pas le cas. Je connais plein de sociétés où c'est pas le cas, où c'est encore, il y a un premier filtre qui est fait, mais c'est pas tout à fait un filtre en fait. On te dit, OK, par rapport à ta feuille de poste, ce candidat répond à 70% ou à 80%, mais tu te tapes quand même les candidatures une à une. Comment dire? Contrairement à ce qu'on pense, toutes les sociétés ne sont pas encore arrivées au stade où les CV sont triés par l'IA. Ça viendra certainement, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. D'accord, OK. Bon, c'est bon En à tout savoir parce que cas, des moi, je trie toutes mes candidatures à la main. Donc, enfin, une par une, vous les passez vraiment en par une. revue Ouais, par ouais. une. OK. Donc Une on par une. va on va revenir sur ce que les recruteurs regardent vraiment précisément dans un CV. Mais Ouais. est-ce qu'on j'ai quand même une petite question. Est-ce que vous consultez les réseaux sociaux des candidats? Parce qu'il y a ce mythe-là. Alors, tu te doutes bien, hein, que si j'ai 100 candidatures, je vais pas m'amuser à aller regarder le profil de 100 personnes parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je tombe sur un profil qui me semble pas mal, mon réflexe, ou si j'ai un doute sur quelque chose, mon réflexe, ça va être de regarder LinkedIn. Je ne parcours pas tous les réseaux en me disant est-ce qu'il est sur Instagram, enfin, ça ne m'intéresse, ça me prend du temps, mais je vais aller sur LinkedIn pour voir ce qui se passe là-bas, enfin, comment est son profil, voir un peu si c'est. Quelquefois, le CV peut-être pas tout à fait à jour, LinkedIn l'est un peu plus. Mmh. C'est pas dans le but, en tout cas pour moi, c'est pas dans le but de piéger le candidat, c'est plus pour voir un peu comment il se présente en fait de ce point de vue-là. OK, OK, très intéressant. Très intéressant. Maintenant, on va partir sur la forme du CV. On rentre vraiment dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on est venu parler de comment rédiger un CV qui cartonne. Donc, OK, quand tu ouvres un CV, qu'est-ce que tu regardes en premier? Parce qu'on nous a dit que les recruteurs prennent quoi? 30 secondes, même pas 30 secondes, 10 secondes pour lire un CV. Donc, qu'est-ce qui t'interpelle en premier quand tu ouvres tes mails et que tu tombes sur un CV?
OK. Hem, je reviens du coup, si on repart toujours de ce que je disais en fait, initialement, c'est que moi j'ai un besoin dans ma tête qui est bien spécifique. Donc je donne un exemple, je vais parler enfin, ça a pas bon, disons que je cherche un ingénieur, en électricité qui a travaillé dans le bâtiment. Je donne un truc vraiment tout banal. Et l'ingénieur électricité qui a travaillé dans le bâtiment et qui a 2 ans d'expérience. Du coup, moi, quand j'ouvre le CV, c'est ce que je vais chercher en fait. C'est, je vais regarder est-ce qu'il est ingénieur, quand est-ce qu'il est diplômé. Donc du coup, je calcule pour voir le nombre d'années d'expérience qu'il a et je regarde dans quelle boîte il a bossé. Donc c'est ce que je vais rechercher en fait son CV rapidement. Donc si je prends le CV et que je vois que la personne a un BTS en architecture d'intérieur, je vais pas plus loin. Ça m'intéresse pas de savoir si truc parce que dès le départ, je sais que je cherche un ingénieur qui a ça c'est si j'ai vraiment des conditions qui sont rigides hein, et strictes. Je vais pas perdre mon temps à filtrer parce que souvent tu reçois des bouchées, tu reçois bon, un peu de tout. Donc du coup, je vais me focaliser sur les impératifs qui sont les miens par rapport au poste en écartant rapidement tout ce qui semble être, voilà, qui coche pas en fait ces premières cases là. Donc c'est ce que je fais. Et puis après, ceux qui rentrent plus ou moins dans le canevas, du coup, tu regardes avec un peu plus d'attention, te disant, OK, bon, il a travaillé dans telle boîte, peut-être qu'il n'a pas tout à fait 2 ans, il a peut-être 1 an et demi, mais ça peut être quand même intéressant. Donc, je regarde, je vais peut-être lui passer un coup de fil. Mais disons que, pour répondre à la question de façon directe, qu'est-ce que je regarde? Je regarde ce que je recherche. Voilà. Ça c'est la première chose. Puis après, on parlera peut-être de la forme, mais D'abord, ce qui t'intéresse, c'est de savoir est-ce que la personne répond à mes critères. Donc vraiment, si par exemple, tu dois recruter un auditeur, non, parce qu'il faut aussi parler des jeunes profils, hein, des sorties d'école. En sortie d'école, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Bon, il y en a qui ont fait des alternances, certains des stages et certains pas rien du tout. Quand tu n'as pas d'expérience pour un domaine particulier, je pense qu'on va rentrer dans les spécificités, mais si jamais je me découvre, je m'oriente vers un nouveau secteur, tu regardes quoi en fait, par exemple? Si je me lance dans le contrôle de gestion alors qu'avant, je sais pas moi, j'étais, coiffeuse, qu'est-ce que tu vas regarder? comment dire, je pense que la transition professionnelle, elle s'organise et se planifie en fait. C'est-à-dire que c'est pas le recruteur qui est responsable de ton choix de t'être réorienté et qui du coup doit te faire une faveur parce que tu as décidé de te réorienter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, il faut se souvenir que l'entreprise qui recherche un contrôleur de gestion a un enjeu qui est spécifique. Peut-être que son ancien contrôleur de gestion a démissionné et que du coup, il y a des dossiers qui traînent depuis 3 mois et qu'ils sont dans tel domaine. Donc, on n'a pas le temps de se dire qu'on va prendre quelqu'un qui était coiffeuse et puis qui machin. En fait, il faut se mettre à la place de la personne qui est de l'autre côté. Parce que souvent, on regarde les choses que de notre point de vue en se disant, moi, je cherche du boulot. Oui, ok. Mais l'entreprise, son but n'est pas de nous trouver du boulot. Son but est de répondre aux besoins qui est le sien. Donc, la personne qui choisit de se réorienter professionnellement doit essayer de comprendre quels sont les enjeux des personnes dans ce domaine d'activité bien spécifique. Parce que je cherche à répondre à un besoin. Je ne cherche pas à faire ce que j'ai envie et puis accomplir ma passion et tout ça. Bon, c'est bien, hein, mais ça, c'est pas l'enjeu de l'entreprise. C'est ton enjeu à toi, mais c'est pas l'enjeu de l'entreprise. Donc, il faut se demander, l'entreprise qui est de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle recherche? Et du coup, je m'organise, c'est à moi de m'organiser pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Donc, si je me rends compte que ces sociétés recherchent des personnes qui ont besoin de telle compétences techniques, enfin logicielles ou quoi, c'est à moi de me former. C'est pas de dire à l'entreprise que oui, j'apprends vite, vous pouvez me former. Non, bah non. Je m'organise pour me former dans la mesure du possible. Si je sais que, ok, je regarde, je vois que la plupart des postes sont ouverts, je sais pas moi, avec un certain niveau d'expérience, je m'organise dans la mesure du possible. Je dis ça à toute mesure gardée, je sais que bon, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais je m'organise pour avoir peut-être un stage ou oui, un stage où j'ai découvert le sujet d'une façon ou d'une autre, en fait. Mais ce sur quoi je veux juste attirer l'attention, c'est de se dire, il faut se poser la question des enjeux de ce secteur d'activité-là, de ce métier-là, à l'instant où nous parlons dans le monde du travail. Parce qu'il y a une réalité, en fait, que on occulte quelquefois, parce qu'on est focalisé sur la situation dans laquelle on est, en fait.
je sais pas si je réponds à ta question, Non, mais c'est vrai, tu réponds très, très justement à ma question, hein. Très justement, effectivement, c'est à nous d'adapter notre CV à chaque fois et mettre véritablement les mots-clés ou les expériences clés qui nous mettent en valeur par rapport à ce type de poste. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, je me souviens d'avoir postulé, après tu nous diras si tu as eu des anecdotes dans ce sens-là, mais d'avoir postulé des fois en se disant que bon, le recruteur peut comprendre quand même que c'est vers là que je vais, alors que pas du pas de ma tout. responsabilité de comprendre ça. Et puis au-delà d'adapter mon CV, moi, ce que je dis régulièrement, hein, c'est avant de candidater, il faut se poser la question en toute honnêteté, suis-je vraiment un bon candidat pour le poste? Faut pas essayer de se leurrer, hein, et se dire oui, bon, en fait, non, non, non. Il faut se poser la question de façon objective. Suis-je réellement un bon candidat pour le poste? Demain, si on me, on me, comment dire, on me donne ce poste-là, vraiment, est-ce que je suis à même de faire le boulot? Et parce que demain, si toi, tu as ta société, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recruter des gens juste parce que tu as envie de leur faire plaisir? Tu as des enjeux? Tu dois C'est payer vrai des que salaires, tu dois créer de la richesse, en fait. Donc, tu peux pas te permettre de faire des choix juste de convenance, parce qu'on se dit, bon, je sais que mon discours est peut-être pas ce non, que mais on c'est, hein, comprend. mais Ce sont des vérités crues, on accepte et nos cœurs restent ouverts, il y a pas de souci. OK, d'accord, c'est noté. Donc quels sont tes conseils en termes de mise en page? Là, on est vraiment juste sur la forme pour l'instant. Est-ce que en termes de mise en page, en termes de police, de couleurs, des choses comme ça, est-ce que tu as des petits conseils pour nous mettre en avant? En termes de mise en page, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut, bon, en tout cas dans la mesure du possible, que le CV. Je vais parler dans un contexte qui est français, hein, parce que je ne maîtrise pas forcément les codes dans d'autres trucs. Si vous avez moins de 5 ans d'expérience, très honnêtement, vous pouvez faire un CV en une page. C'est pas la peine de faire un CV en 2 pages, 3 pages, parce que de toi à moi, voilà, c'est pas 5 années d'expérience qui nécessitent 2 pages. Parce que du coup, ça traduit autre chose, hein. Si tu n'arrives pas à faire un certain nombre d'années d'expérience, si tu n'arrives pas à faire un CV d'une page, ça traduit autre chose, c'est que c'est peut-être un manque d'esprit de synthèse, euh, ou que tu as une opinion assez haute de toi-même. Et c'est pour ça que tu as besoin de détailler tout ce que tu as fait à lui. Donc voilà. Donc peut-être essayer de le faire tenir sur une page, que chacune des expériences, en tout cas l'intitulé des expériences, soit vraiment clair. Bon, si on avait des modèles, on aurait pu, peut-être qu'on le verra un peu plus tard, On le verra plus tard, ouais. Mmh. regarder. Il y a toujours la question photo, pas photo. J'ai pas d'avis sur le sujet. Je pense juste que si on met une photo, il faut que la photo soit pro. On a des photos des gens qui sont à la plage, qui font tout bon, voilà. Donc il faut, si tu choisis de mettre une photo, mets une photo qui est le reflet, pardon, de qui tu es aujourd'hui. Donc il faut pas mettre une photo qui date d'il y a 10 ans et puis quand on va te voir, tu es une autre personne. Il faut mettre la photo qui est le reflet de qui tu es aujourd'hui, qui te met suffisamment en valeur et qui donne envie de te rappeler. Voilà, qui donne envie de te rappeler parce que ça peut vraiment être kit ou double, cette histoire de photo. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le Est-ce CV? qu'un CV design, parce qu'il y en a qui aiment faire des choses vraiment très colorées, et autres, enfin vraiment qui s'appliquent sur Canva à faire des choses. Est-ce que ça joue en notre faveur ça, des Ça CV vraiment dépend. Ça dépend du domaine d'activité dans lequel tu candidates, hein. Si tu candidates dans le secteur de la com, du design, ce genre de choses, ça va être extrêmement pertinent. Si tu candidates dans un cabinet d'avocats, c'est certainement un peu moins, parce que c'est pas forcément ce qu'ils vont regarder. Ils vont aller vraiment s'attarder beaucoup plus sur les compétences techniques. Donc, je pense que ça dépend aussi du secteur d'activité dans lequel tu candidates. OK, donc OK, ça dépend, du secteur, oui, c'est assez pertinent. Mais du coup, là, on va partir un peu sur des questions un peu plus, diaspora, Ok. plus des spécificités qui parlent un peu à notre communauté. Donc toi, en tant que recruteuse, est-ce que tu observes qu'il y a des préjugés, envers les profils issus de la diaspora ou de la communauté de manière générale? Parce qu'il y a pas que de la diaspora connectée, en tout cas notre communauté. Euh, à mon niveau, euh, hmm, je vais essayer de nuancer mes propos. De façon générale, en tout cas, moi, je dirais non. Je vais nuancer mes propos. Pas de préjugés. Oui, non, en fait, comment dire? On est dans des secteurs d'activité, en tout cas celui dans lequel je suis aujourd'hui, qui est extrêmement pénurique. Donc, autant te dire que quand tu es dans un domaine qui est pénurique, en réalité, on passe vraiment au-dessus de toutes ces choses, hein, que ce soit la couleur de peau, le genre, et puis
les grands groupes en général, on promeut vraiment, comment dire? La non-discrimination et ce genre de choses. Donc du coup, on est vraiment sensibilisés, voilà, on est vraiment sensibilisés. On fait pas mal de formations sur la thématique, sur, ne pas discriminer à l'embauche. Enfin, vraiment, il y a une grosse, sensibilisation qui est faite pour, réduire, voire faire disparaître tellement toute forme de discrimination qui peut, exister, à l'embauche. Et comme je dis encore une fois, il y a des domaines d'activité qui sont tellement pénuriques qu'en réalité, quand tu trouves la compétence, tu es bien content de la trouver, hein. Là, Tu tu parles de quel domaine, par exemple? Le domaine dans lequel, si je prends par exemple le domaine de l'électricité, ou même, tous les domaines techniques en général, tous les domaines techniques, on va avoir du mal à trouver des compétences, terrain. C'est-à-dire que tu vas plus facilement trouver des ingénieurs sortis d'école que, par exemple, des conducteurs de travaux ou des chefs de chantier qui ont une vraie expérience terrain. Parce que l'ingénieur, il va souvent faire du bureau, ce genre de choses, mais le conducteur de travaux ou les chefs de chantier, il va avoir, les mains entre guillemets dans le cambouis. Et c'est compliqué en fait de trouver ce genre de compétences. Donc souvent ça va être des nouveaux, peut-être plutôt, bac, BTS, mais qui sont plus compliqués en fait à trouver en termes d'expertise en fait. Ça c'est une chose. Après, tu as des domaines, enfin, plus tu vas pousser en fait dans la partie technique, que ce soit de la mécanique, de tout ce qui est, pneumatique, comment tu appelles ça, automatisme, voilà, ce type de domaine-là où quelquefois on va rechercher vraiment des compétences qui sont extrêmement, extrêmement spécifiques, mais je dirais que c'est toujours à un certain niveau de, soit un certain niveau d'expérience, ou même si tu n'as pas d'expérience. J'ai par exemple des postes où je cherche quelqu'un qui va travailler en tant que technicien van, ça va pas vous parler, mais c'est des vannes industrielles. Le poste, ça fait, je sais pas, 3 ans, 4 ans qu'on essaye de recruter en fait, Waouh! sur le poste. Et il y a quelques, il y a, voilà, encore une fois, je parle de ce que je sais, mais il y a des domaines dans lesquels, bah, enfin, tu postes une annonce de community manager, tu as 100 CV, hein. Non, mais c'est clair, c'est bien qu'on en parle parce que tous les métiers où il faut un peu se salir les mains, les métiers vraiment manuels, hein, on n'a plus vraiment envie dans cette jeune génération de se salir les mains et je pense que ça a aussi été, poussé par des politiques de tous nous envoyer vers le tertiaire et finalement, ces métiers-là sont finalement délaissés et je peux comprendre que tu me dises qu'une annonce, reste pendant 3 ans, ce qui est vraiment déplorable alors que pour certains domaines, certains secteurs comme la com, heu et même les fonctions un peu support, type, contrôle de gestion, hein, il y a énormément de candidats pour très peu de postes. Mmh. Et manifestement, les gens continuent de s'orienter. Alors, je vais pas parler du contrôle de gestion, mais c'est des postes, en ressources humaines, les gens sont extrêmement friands de ce type de poste, mais tu as combien de postes enfin, concrètement, il y a combien de postes à pourvoir en ressources humaines? Il y en a pas, hein, enfin, il y en a très, très peu. Surtout dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, il y en a très peu. Donc, je pense que c'est aussi des points à envisager. Ça s'adresse pas forcément à au public qu'on a aujourd'hui, qui a où la plupart ont déjà fait un choix professionnel et donc, bon, maintenant, faut arriver à jongler avec ça. Mais en tout cas, si on a la possibilité en amont, il vaut mieux, au lieu de suivre simplement sa passion en se disant: «Moi, je suis passionné de ci, de ça», il vaut mieux se demander comment est Quelles sont les tendances du marché? quelles sont les tendances du marché et comment est-ce qu'elles sont amenées à évoluer? Parce qu'il ne faut pas aller étudier quelque chose aujourd'hui qui peut tendre à disparaître dans 5 ans. Tu vas te retrouver exactement dans le même problème, puis tu vas être frustré en disant: je candidate», mais c'est parce qu'il y a très peu de postes par rapport au nombre de candidats. Donc, forcément, on va recruter des gens les recruteurs ont le choix. Donc, ils vont aller vers des personnes qui sont le plus proches possible, le plus près possible de ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai qu'on se rend pas souvent compte, mais finalement, postuler, c'est comme, participer à un concours, hein, c'est on prend le meilleur. C'est pas un examen où on va prendre, tous ceux qui ont au-dessus de 10. C'est vraiment un concours où on a des critères, bien spécifiques. Donc oui, c'est très important que tu reviennes là-dessus. OK. Toujours sur la communauté, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as déjà, rencontré ce type de cas où les personnes, ne mettent pas de photos ou ont décidé de franciser un peu leur nom pour pouvoir passer, entre les mailles du filet? Alors, très honnêtement, non. Je l'ai jamais rencontré et ça n'a pas d'intérêt, hein. De vous à moi, ça n'a absolument pas d'intérêt de faire ça. Ça n'a pas d'intérêt parce que de toutes les à un moment donné, il verra bien que tu es noir ou que, tu es arabe ou je ne sais pas, hein, mais ça n'a pas du tout d'intérêt et il vaut mieux
il vaut mieux pour soi-même, parce que l'entreprise qui te prend parce que tu t'appelles Jean-Paul Duparc plutôt que Foulemata Diallo, tu, tu n'as pas envie d'y aller, hein, en réalité. Tu n'as pas envie de travailler dans cette boîte. Tu n'as pas C'est envie de vrai. travailler dans cette boîte parce que tu veux pas travailler dans cette entreprise. Donc, il vaut mieux, dès le départ. Et vous savez, encore une fois, moi, je pense que la compétence est clé. C'est pas une question enfin, c'est pas une question de couleur de peau. Il y a des niveaux où, très honnêtement, on oublie ta couleur de peau. On ne sait pas quelle. Je travaille dans un environnement où le secteur du bâtiment est un secteur qui est masculin. euh, je caricature, hein, mais qui est masculin et blanc, en grande partie. Masculin et blanc. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi, moi ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je viens avec une compétence et je fais mon travail. Ça, c'est le problème de la personne qui est en face. Moi, je fais ce que j'ai à faire, en fait. Et ce que j'ai à faire, je le fais et je le fais bien. Et je le fais bien et je suis crédible auprès de mes interlocuteurs. La question, c'est pas de savoir est-ce que je suis noire, est-ce que je suis blanche, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme. C'est est-ce que le boulot est fait. Si le boulot est fait, personne n'a rien à dire. Donc, OK. mais là, là, on parle déjà en entreprise. Là, on parle de la première barrière. Moi, je pense que fais ton maximum pour être le ou la meilleure, mets toutes les chances de ton côté. Et puis, si l'entreprise ne te prend pas, dialos. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils sont passés à côté de la chance de leur vie. C'est pas ton Et problème. Enfin, peut-être pas de leur vie, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez mettre des cœurs? Est-ce que vous pouvez mettre des likes? Parce que moi, je suis tellement convaincue de ce qu'elle est en train de dire, la Nancy. Je suis tellement convaincue. À chaque fois que vous envoyez votre CV et que les recruteurs ne vous considèrent pas, vous dites tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et vous peaufinez, vous c'est un bon peaufinez. profil. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas toujours se dire ça. Bien sûr, bien sûr. Pas Ok. aussi beau. Hein? Bon. Il y a des. Iteris C'est pas parabus. toujours le cas. Et c'est ce que je voulais aborder sur la question de oui, j'ai fait 100 candidatures et j'ai pas de réponse. Quand j'ai fait 100 candidatures et j'ai pas de réponse, il faut que je me pose, que je m'asseye et que je me pose quelques questions qui vont m'aider pour la suite en me disant ok, euh, je sais pas si on aborde ça tout de suite Tu peux ouais. y aller. Bah, qu'en général, quand je rencontre quelqu'un qui me dit j'ai fait X nombre de candidatures et je trouve pas de boulot, il y a plusieurs niveaux de questions. C'est d'une part, est-ce que tu as eu des entretiens téléphoniques? Oui ou non? Ok. Est-ce que tu as eu des entretiens physiques? Oui ou non? Ok. Donc, si la personne n'a même pas d'entretien téléphonique, c'est que le problème, c'est au niveau du CV. C'est que ça veut dire que son CV ne dépasse pas, il passe pas en fait le cap du recruteur. Ok, maintenant si c'est un problème de CV, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de forme? Et donc à ce moment-là, bon, on peut voir comment le réadapter et tout ça. Ok. Est-ce que c'est un problème de fond? C'est-à-dire que en fait, les compétences, tu ne les as pas. Voilà, les compétences par rapport à ce qui est recherché dans le domaine en particulier. On ne Pardon. t'entend. Pardon, j'ai pris mon micro sans faire exprès. Je disais, donc du coup, c'est de se dire, est-ce que factuellement, en fait, est-ce que vraiment de façon objective, j'ai les compétences qui sont requises dans ce secteur-là? C'est-à-dire que, je donne un exemple hein, caricatural, on dit qu'on recherche quelqu'un qui... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Voilà, quelqu'un qui a qui sait travailler dans tel, ou bien qui a 15 ans d'expérience. Je caricature, là je vais vraiment dans un extrême, hein. Je ne fais pas ce genre d'annonce, mais quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, et puis, pardon, toi, tu ne te positionnes que sur ce type d'offre-là, pourtant tu es peut-être sorti d'école, ben, c'est sûr qu'il va y avoir il va y avoir un choc hein, qui fait que forcément mes candidatures ne vont pas donner suite, en fait. Ne vont pas donner suite. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre d'une part, est-ce que c'est un problème de forme ou est-ce que c'est un problème de fond ou est-ce que c'est un problème de fond ou est-ce que c'est en lien simplement avec comment dire, la conjoncture. Parce que ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Il y a en tout cas, on passe par des moments actuellement en France qui sont pas des moments simples, hein, n'est-ce pas, pour l'activité économique. Et nous, on le ressent en entreprise, la plupart des entreprises le ressentent au niveau du nombre, du volume de recrutement qui baisse énormément, qui baisse au niveau des profils cadres, qui baisse, voilà. Parce qu'on est dans un environnement, bon, c'est un peu fluctuant, on a un peu du mal à se projeter.
Donc, est-ce que c'est juste conjoncturel? Ça va évoluer, c'est pas amené c'est pas quelque chose qui va se pérenniser, mais ça va durer un temps et il faut savoir juste s'ajuster. Moi, ce que je conseille, bon, voilà, donc ça c'est là, je vais juste aller jusqu'au bout de ma pensée. Donc, il y a cette première étape, mon CV ne dépasse pas, j'ai pas d'appel téléphonique. Et donc, voilà les questions que je peux me poser en fait. Si je passe le cap des appels téléphoniques et que par contre, c'est au niveau des entretiens où j'ai pas de suite, là, ça veut dire que du coup, il y a un problème au niveau de l'entretien. Tu vois? Est-ce que c'est dans la manière de me présenter? Est-ce que c'est dans ce que je dis, dans ce que je ne dis pas? Pour donner une petite anecdote, j'ai rencontré une candidate il, y a, il y a quelques temps qui était très bien sur le papier. Vraiment, au début, on s'est dit top, elle est nickel, voilà, elle correspond. Et on s'est entretenu avec elle et pendant les 15-20 premières minutes, c'était très bien. On était contents. Et puis, sur la fin de l'entretien, donc quand on dit bon, est-ce que vous avez des questions et tout ça, machin, donc elle nous pose une ou deux questions par rapport au poste, une question même, je pense, majeure par rapport au poste, donc on y répond. Et là, on est parti sur la candidate à commencer. Ok, oui, bon, moi j'avais aussi quelques questions, donc elle a sorti son petit carnet. Ok, la rémunération, c'est à quel niveau? Bon, jusque-là, pourquoi pas. Ah, et puis, il nous dit le niveau de, comment on appelle ça, de prime variable. Les tickets resto, c'est de combien? Et puis la mutuelle, c'est de trucs. Et puis le RTT, ça fait. Est-ce que Mais je. elle veut savoir dans quoi elle s'embarque, c'est important. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se. Oula! Là 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 là! Et sachant qu'on avait précisé le cadre dès le départ, c'est un entretien qui devait durer une demi-heure, on était juste en train de cadrer pour voir, bon, est-ce que machin, mais si dès le premier entretien, tu commences à me demander, mais combien coûte le ticket, combien de trucs de tickets resto, et puis est-ce que. Non, tu te dis, non, mais ça n'ira pas. Ça n'ira. Bon, je vous synthétise le truc, il y a d'autres choses. Ça, c'est un cas parmi 10. Mais il y a là dans notre auditoire des personnes qui vont participer à plusieurs entretiens. Ils ont fait au moins 5-6 entretiens. Et sur les 5-6, à chaque fois, on leur dit, OK, merci beaucoup pour votre intérêt. Merci pour cet entretien. Mais malheureusement, nous avons trouvé un autre candidat. Qu'est-ce qu'il faut penser à ce moment-là? Il Qu'est-ce faut qu'il faut poser la dire? question à la personne. Si tu as eu un entretien physique, et qu'on te, on te retient pas, il faut poser la question, il faut poser la question à la personne en lui disant, ok, bah, est-ce que vous auriez un feedback à me faire pour la suite, pour savoir comment m'améliorer? En général, les personnes qui sont bienveillantes pourront te dire quelque chose si la raison est objective. Parce que quelquefois, c'est pas objectif et là, c'est difficile pour nous d'apporter un retour. Euh, Qu'est-ce qui peut être une réponse qui n'est pas objective? Ça peut être je sais pas, ça va pas matcher avec le manager en termes de personnalité. On se rend compte que avec la personnalité de la personne et enfin, la personnalité de la personne, en tout cas, le caractère, le tempérament de la personne et celui du manager, ça risque de coincer. C'est un peu difficile à expliquer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme souvent les gens ils vont te dire le feeling. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire le feeling, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans des raisons qui vont pas être objectives. Souvent en fait simplement les recruteurs sont un peu comment on va dire ça? Ils sont pas courageux, le terme c'est ils sont un peu des peureux, ou lâches, voilà, lâches. Lâches, Hmm. ils vont pas avoir le courage d'assumer leur décision et de faire un retour. Mais moi, je pense que quand vous avez vu un entretien physique, vous pouvez demander un feedback. Il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne peux pas vous donner une réponse en disant si on te dit ça, ça veut dire ceci, parce que ça dépend. Moi, j'ai un cas précis. Si on te dit, OK, on a choisi quelqu'un d'autre qui était mieux, est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Est-ce que vous allez forcément trouver quelqu'un qui fait mieux le job que moi? Moi, souvent, je donne cette réponse un peu bad. Enfin, non. Non, dire ça, ce serait mentir. De toute façon, si je te prends pas, c'est que j'ai trouvé un autre candidat qui est mieux. Bien. Ah, bah, c'est ça, j'ai trouvé un autre j'ai trouvé un autre candidat qui est mieux. Mais quelquefois, c'est vraiment le cas. Hein. C'est qu'il y a un candidat qui est plus compétent, mais vous pouvez pousser en essayant de voir qu'est-ce qui vous manque dans votre profil par rapport à leur poste. Parce que, comme je dis encore une fois, il y a peut-être quelque chose de bien spécifique. Sur la plupart de mes postes, je sais qu'est-ce qui manque à la personne. Je suis désolée pour ma lumière, je ne sais pas pourquoi ça. En général, je sais ce qu'il manque en fait à la personne. Je sais ce qui lui manque en termes de compétences. Je sais ce qui lui manque en fait. Alors, Euh, donc, en fait, un recruteur a vraiment la capacité de dire, mais vraiment, c'est ça qui vous a manqué, oui, c'est ça, ce petit truc qu'il me fallait. parce que si on fait les entretiens avec le manager
où on débriefe avec le manager, je sais précisément en fait ce que la personne n'a pas et la raison pour laquelle on ne peut pas aller plus loin. Souvenez-vous que la personne qui est en face, elle a un vrai besoin, elle veut pouvoir son poste au plus vite. Donc si elle vous prend pas, c'est pas parce qu'elle vous aime pas, c'est parce que objectivement, elle se dit, mais par rapport à l'enjeu que j'ai sur ce poste-là, ça s'annonce un peu compliqué, mais pour des raisons qui sont objectives. Après, il y a beaucoup de cas par cas et on ne peut pas Bien donner une sûr. réponse générique comme ça. Non, ce sera difficile. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je ne sais pas si tu veux les On va avoir. y répondre à la fin. On va y répondre à la fin pour les questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va y répondre vraiment à la fin de notre discussion. J'avais une dernière question avant qu'on passe à la revue de certains CV. Est-ce que les diplômes et les compétences, les expériences, plutôt pas les compétences, africaines sont méprisées, dévalorisées en quelque sorte? C'est-à-dire que si moi j'ai eu mes diplômes dans un pays, je sais pas moi, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, et que je veux travailler en France où j'ai même eu mon expérience là-bas sur le terrain. Est-ce que quand j'arrive en France, j'envoie mon CV, est-ce qu'on reconnaît ces compétences-là? Est-ce qu'on va reconnaître mon diplôme-là ou est-ce qu'on va me questionner par rapport à ça? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend du niveau de fonctions qui ont été occupées par ces personnes. Je pense que ça dépend comment dire, peut-être aussi des types d'entreprises dans lesquelles on a évolué. C'est-à-dire que qu'on ait évolué dans des multinationales. Par exemple, si j'ai travaillé chez Total Gabon, et que je candidate et que j'ai occupé une certaine fonction et que je candidate en France, ça ne veut pas dire la même chose que si j'ai travaillé chez Socucam en tant que voilà, sans vraiment sans préjuger hein, aucun et sans dévaloriser aucune compétence. Mais c'est pour dire que ça ne résonne pas de la même façon. Même si j'écris que Socukam, c'est la société camerounaise de sucre, ça ne me fait pas écho. Non, parce qu'en fait, on considère que les méthodologies de travail sont pas les mêmes. Et c'est la réalité, hein. On a beau se dire ce qu'on veut, mais c'est pas la même chose, hein. Factuellement, c'est pas la même chose. Et je pense que tu es bien placé pour le savoir, hein. Je suppose que, bon, dans ton, enfin, même quelqu'un d'autre, hein, qui est peut-être dans le secteur du contrôle de gestion, est-ce que pratiquer le contrôle de gestion tel qu'on le pratique en France, bon, le contrôle de gestion n'est pas mon domaine d'activité, mais avec les normes et les règles françaises, ça va pas être les mêmes normes et les règles dans un contexte, enfin dans certaines autres pays, pardon. Donc les recruteurs vont quelquefois peut-être être frileux, mais par contre l'un des comment dire la fenêtre que vous pouvez avoir, ce sont les sociétés de conseil Ce qui sont les pardon? les sociétés de conseil qui souvent vont être plus aptes ouvert voilà, à ces typologies de profils. Euh, Les cabinets de conseil, Cabinet de conseil ou enfin, comment dire, qui font de la prestation de services en fait, et on le retrouve dans plein de secteurs d'activité. d'accord, OK. La presta, nous on travaille avec des prestataires qui vont nous envoyer des personnes et qui vont être plus ouverts, et donc c'est l'occasion de se mettre un peu, comment dire, le pied à l'étrier et puis commencer à pratiquer. Mais c'est vrai que on se dit toujours que c'est pas forcément transposable comme ça en fait. C'est pas ok, je faisais ça là et puis j'arrive et puis je continue en fait simplement. Peut-être que quelquefois il y a oui, il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin de me mettre à jour du point de vue des formations, voilà, où j'ai besoin de me mettre à jour pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne, pour bien intégrer. Et je pense qu'il y a des structures qui peuvent accompagner en fait dans ce cadre-là, que ce soit au niveau de France Travail ou autre. Je pense qu'il y a des structures qui permettent en fait de vraiment bien transiter selon si on tombe sur un bon conseiller. Il y en a qui accompagnent vraiment correctement dans cette phase-là. D'accord, donc je rebondis avant que l'équipe, nous mette en place, les premiers CV on va revoir. Donc du coup, ton conseil, c'est de se dire, si jamais je viens fraîchement, de Yaoundé, d'Abidjan, en tout cas d'un pays d'Afrique, il faudrait dans un premier temps vraiment, heu, autant que possible, faire une expérience sur place en passant par exemple par un cabinet de conseil, un prestataire de service. Si jamais on est bloqué dans les grandes boîtes, hein, bien sûr. Et même au niveau des diplômes aussi, faire une petite formation complémentaire. Par exemple,
c'est une suggestion, hein, que je ferais, en fait. Essayer de voir, dans quelle mesure est-ce que je peux faire si c'est possible. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont 20 ans d'expérience dans un pays, ils vont pas, voilà, ils vont peut-être pas, avoir envie d'aller refaire un master ou je ne sais quoi, hein. Ça, je le comprends tout à fait. Donc, il faut vraiment bien étudier le secteur d'activité en question, et hésiter, comment dire, je pense qu'il y a aussi la possibilité de, encore une fois, je pense qu'il y a des organismes type Pôle emploi qui accompagnent, mais je pense qu'il y a aussi, vous pouvez approcher des personnes qui sont vraiment bienveillantes sur les réseaux sociaux, notamment OK. LinkedIn, notamment LinkedIn, où moi, je sais que quand j'avais abordé des gens simplement pour des demandes de conseils, hein, après, évidemment, il faut bien formuler la chose, faut bien un truc, mais tu peux être aiguillé, selon le secteur d'activité que tu vises, tu peux être aiguillé sur quelles sont les stratégies que tu peux utiliser pour pénétrer en fait ce domaine-là en question. Mais il faut pas se braquer, OK. c'est un travail qui va demander, ça va demander de la résilience, mais c'est possible. Mais c'est possible. Il faut juste bien comprendre quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est attendu en fait, et puis pouvoir, pouvoir s'ajuster. Il ne faut pas venir avec forcément en se disant que ok, j'ai fait ça, ça va se... Sauf pour les Ça métiers peut-être en médecine ou bon. Il y a des domaines peut-être dans lesquels c'est plus facile que d'autres, mais il suffit juste de les comprendre et puis arriver à s'adapter. On a eu des questions dans le chat et n'hésitez pas à nous les poser, si vous en avez d'autres. Donc la question: «La taille du CV est-elle importante?» On en et parlait. je crois qu'on en a parlé. A-t-elle le même intérêt, pour les recruteurs? Donc je pense on y a répondu. Est-il nécessaire de postuler lorsqu'on a 9 critères sur 10 recherchés? Oui, oui, oui. Après, tout dépend de le niveau de, comment dire? Hem, d'importance, voilà, le niveau d'importance, du de la compétence qu'on n'a pas. Par exemple, si on se dit: «Bah, je cherche un, contrôleur de gestion bilingue» et que moi j'ai tout le reste, mais j'ai pas l'anglais, c'est-à-dire que le 1/10 que j'ai pas là, c'est l'anglais, bah, du coup, bon, en l'occurrence, je réponds pas aux besoins. Mmh, OK. Mais si, on se dit, dans l'annonce, souvent quand tu lis, tu arrives à un peu à comprendre quel est l'enjeu. Si on te dit, SAP, c'est un plus, bon voilà, c'est marqué que c'est un plus. Donc si j'ai pas SAP, on peut considérer que c'est pas dramatique. D'accord, OK. OK, c'est très clair et je trouve que finalement, c'est un peu une question très féminine, hein, parce qu'on a pour habitude de dire que les hommes, même s'ils ont que 5 critères sur 10, ils vont quand même postuler, mais les femmes, il suffit qu'elles en aient 9, pour qu'elles se disent, «Oh non, c'est peut-être pas un poste pour moi». Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est à quel point est-ce que cette compétence est stratégique pour le poste ou pas. D'accord. Il y a une autre question, vous parlez d'années d'expérience. Si on n'a pas les preuves physiques de ces années d'expérience, que faire? Qu'est-ce qu'on entend par preuve physique? Je pense preuve sur le terrain. C'est-à-dire, par exemple, tu postules, pour un poste de chef de projet, par exemple, et que tu n'as jamais été chef de projet, sur un poste en tant que tel, mais tu as géré en off sans avoir le titre, sans avoir la casquette. Est-ce que ça compte? Je sais pas si c'est ça que la personne voulait dire, hein, quand elle dit Bon, de tu me preuve diras, physique. Odette, si c'est vraiment ça, mais c'est ce que moi je comprends. Preuve physique, c'est peut-être des contrats de travail ou des choses comme ça. Bon, C'est exactement ce que je viens de te poser comme question. Est-ce que si je postule pour un poste de chef de projet, mais j'ai jamais occupé un tel poste? mais si j'ai fait la fonction et que j'ai les compétences, parce que ça va passer en fait. Mais parce qu'on le saura quand on discutera avec toi. Parce que c'est pas tout de dire que j'ai fait chef de projet, mais en réalité, j'ai rien fait. Mais même si j'ai pas occupé la fonction, j'avais pas le titre de chef de projet, mais qu'en pratique, j'ai fait le boulot de chef de projet, j'ai les compétences de chef de projet, je connais, je maîtrise les logiciels nécessaires pour être, enfin, d'un chef de projet. C'est juste que j'ai pas le titre. Mais de façon factuelle et objective, je sais faire le job. Mais qu'est-ce que je mets sur mon CV? C'est ça ta question, la question d'Odette. Hmm. Ouais, parce que du coup, tu as le risque de mentir et dire que tu as occupé une fonction que tu n'as pas. Bah, est-ce que finalement, est-ce que je mets quand même chef de projet, même si c'est dans la partie, enfin non, il y a une partie où on peut raconter un peu ce qu'on a fait en dehors de son travail, partie un peu extra, ou je peux créer est-ce que je peux même créer une autre catégorie pour, expliquer là-bas? Les documents pour prouver ça, c'est pas un problème parce que peu de personnes et puis tu sais, enfin, je sais pas dans quel contexte on évolue, mais en France, on n'a pas le droit de te demander tes fiches de paye, donc déjà, c'est pas un problème. Mais ce que on je réfléchis, hein, pour être, le plus
Parce que souvent, on le voit si tu as été, par exemple, soit conjoint de trucs et puis tu avais pas forcément le titre exact, mais tu as occupé la fonction, tu peux le mettre. Mets-le et puis après tu expliqueras au recruteur les choses dans la réalité des faits en disant que voilà, même si, c'est pas tout à fait cette fonction, c'était pas sur le papier, mais voilà, 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 voilà ce que j'ai fait. Tu vois? Il vaut mieux faire ça et puis trouver une formulation qui se rapproche. Il faut pas mentir, il faut se rapprocher au plus de la réalité. Il faut trouver les terminologies qui se rapprochent en fait au maximum de ce que j'ai fait dans la réalité. Et puis après, bah, j'expliquerai de façon concrète que voilà, voilà en fait ce qu'il en est. Mais j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc je dirais oui, je le mettrai en fait, je le mettrai sur mon CV. Je trouverai juste la formulation exacte pour refléter la réalité. OK, OK, très bien. C'est une bonne réponse. Pour un CV qui n'a pas beaucoup d'expérience, comment est-ce qu'on se met en avant? Je prends tout ce que j'ai comme tout ce que j'ai pu avoir comme expérience de part et d'autre, que ce soit dans le cadre scolaire, que ce soit, dans le cadre associatif, qui se rapproche évidemment du poste, bon pas des choses qui n'ont forcément peut-être rien à voir, mais qui se rapprochent peut-être de ce dans quoi je recherche, mais toutes les expériences que j'ai de près ou de loin. Tu as fait ton petit business où tu vendais tes cupcakes et beh, tu le mets en forme, enfin, peut-être pas lancement d'une auto-entreprise, mais voilà, c'est un peu du personal branding. Tu vois un peu comment tu mets en avant ton truc en disant que voilà, tu as vendu des cupcakes, de création de logo, mise en place de stratégie commerciale. Bon, j'en sais rien, mais tu trouves une Bah oui, façon hein. Oui, oui, oui. de trucs. Donc, tu prends, parce que souvent on oublie les choses qu'on a faites, mais il y a des choses qu'on a faites qui sont des choses qui sont intéressantes, qui sont des choses qui sont à valoriser en fait. Tu vois, si tu as travaillé sur un projet scolaire où il fallait faire, je ne sais pas moi, une étude de marché pour telle société, tel machin, mais tu l'écris, tu le développes, tu écris en fait et tu mets en avant ce que tu as fait. Voilà, de toutes les façons, c'est ce que tu as. Voilà, donc il faut être fier de ce que tu as et il faut valoriser ce que tu as. Il ne faut pas le déprécier en se disant que ça n'a pas de valeur. C'est ce que tu as, tu n'as pas d'autre chose. Donc tu parles de ce que tu as et tu le mets en avant d'une manière la plus proche possible du besoin de ton interlocuteur. Mmh, 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 mmh. Et je pense que la question de Cindy, c'était finalement une reconversion. Je postule, pour des postes de juriste, mais j'ai des expériences en audit. Cindy, je ne saurais pas te répondre comme ça. Je ne peux pas te répondre parce Mais que je du coup, pense qu'il y a un peu la réponse dans ce que tu viens de dire, hein, c'est finalement créer des ponts pour pouvoir répondre aux besoins de l'interlocuteur, mais si tu n'as, du coup, ça veut dire que tu n'as zéro expérience en tant que juriste, mais tu as plutôt de l'expérience en tant c'est qu'auditrice. ça, c'est ça qu'elle veut dire. Du coup, il faut se positionner sur des postes de juristes sortis d'école, juniors, et du coup, qui sont ouverts à des personnes qui n'ont pas d'expérience. Et dans ces cas-là, bah, voilà, c'est pas très grave si tu n'en as pas. Mais si tu n'as jamais travaillé dans le domaine, que tu te positionnes sur des postes de juriste où on demande 3-4 ans d'expérience, ça n'ira pas. OK, OK, OK. Merci Nancy, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que vous pouvez mettre des likes, des cœurs vraiment pour dire si ça vous a vraiment, fait du bien, si vous avez appris quelque chose, si vous ressortez de cet échange avec des clés? Pour conclure, Nancy, je te demanderais de nous donner 3 conseils vraiment concrets pour booster notre employabilité dès à présent, s'il te plaît. 1, s'intéresser au marché et comprendre le marché. S'intéresser au marché. 2, chercher à, heu, comprendre le besoin de mon interlocuteur. Donc 1, s'intéresser au marché. 2, chercher à comprendre le besoin, vouloir répondre aux besoins de mon interlocuteur. Et 3, valoriser ce que j'ai. Faut pas valoriser ce que tu n'as pas. Il faut considérer et valoriser ce que j'ai. Considérer que ce que j'ai a de la valeur et qu'il y a quelqu'un sur le marché, que ça intéresse. Voilà. Ma compétence a de la valeur pour quelqu'un. Donc, qui je suis aura de la valeur en fait pour quelqu'un. Donc, considérer, valoriser ce que j'ai et ne pas déprécier en fait, tu vois? Parce que je cherche depuis longtemps et que je commence à perdre espoir. C'est juste une question de juste se recalibrer, trouver le bon segment, être au bon endroit, mais ce que tu es a de la valeur en fait et répondra aux besoins de quelqu'un. Donc il faut vraiment tant que je garde en fait cette personne en tête de dire: «Je veux être une solution, je veux
répondre aux besoins. Ça va me pousser aussi à m'interroger moi-même sur ce que j'ai, en fait. Tu vois? Souvent, on a envie de et là, je digresse, souvent, on a envie d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Mais, qui tu es, ce que tu as, c'est ça que tu dois valoriser pour pouvoir répondre aux besoins de la personne qui est en face. Yes, je pense que ça va faire tellement de bien à quelqu'un d'entendre, d'avoir entendu ça ce soir et de le réécouter plus tard. Ta compétence a de la valeur pour un recruteur qui cherche des profils comme toi là dehors. En tout cas, merci à tous. Non, si tu as un mot de la fin? Oui, non, non, j'allais juste te dire et comme je te le disais, en off, que prochainement, on reprendra des ateliers plus spécifiques sur, la préparation de CV et la préparation des entretiens d'embauche. Donc vous pouvez suivre la page NH Bien Solutions. sûr, j'allais t'introduire, ma très chère sœur. J'allais t'introduire. Ah N'hésitez pas à aller suivre Nancy sur ses réseaux sociaux. Donc, elle a une plateforme qui s'appelle NH Solutions, là où elle revient en profondeur sur tous les points qui ont été abordés ici ce soir. Donc là, elle prend vraiment le temps. Ce sont des ateliers qu'elle mène déjà depuis un certain temps. Donc, elle a vraiment l'expérience. Elle a un support prêt à l'emploi. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux pour être tenue informée de tous ces programmes qu'elle offre. En tout cas, pour ce soir, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à suivre la page qu'on nous a mis juste avant le début de cet entretien. On a mis le lien et on va encore le remettre pour suivre la page, la chaîne WhatsApp des Tiara Pro. Nous étions très contents de nous avoir ce soir. Le prochain live aura lieu dans 2 semaines. Nous allons parler de comment monétiser ses talents. C'est-à-dire même si vous êtes encore étudiant ou que vous soyez, vous êtes actuellement, salarié, il y a toujours des moyens de monétiser vos talents. Comme Nancy disait tout à l'heure, vous avez une compétence qui a de la valeur pour quelqu'un et en plus que vous pouvez monétiser, vous pouvez gagner de l'argent. Donc on va parler de ça lors de notre prochain live avec un invité de qualité qu'on vous prépare. Donc restez connectés sur les pages des Tiara Pro et nous vous disons à bientôt et excellente soirée.